Fabien Cris, vous êtes de la Commission européenne, DG Concurrence. Je vais peut-être d'abord vous laisser vous présenter. Nous sommes ici au congrès Gazélec pour l'édition 2015. Je voulais vous poser quelques questions par rapport au marché et aux réglementations en cours. Mais je vous laisse d'abord vous présenter. Je m'appelle Fabien Christ, je suis rapporteur, comme on dit, à la DG Concurrence, à l'unité qui s'occupe de l'antitrust dans le secteur de l'énergie et de l'environnement. Alors ce matin, nous avons abordé plusieurs sujets. Je voulais voir entre autres avec vous un gros sujet d'actualité pour nous, qui est la fin des tarifs réglementés, et avoir votre perception de comment s'est organisée selon vous la fin des tarifs réglementés de vente. Alors je pense d'abord, ce qui est important de vous dire, c'est que c'est une opportunité pour le développement de la concurrence, bien sûr, en France. La fin des tarifs verts et jaunes, sachant que bien sûr les bleus vont subsister, a priori. Maintenant, l'organisation et la sortie, ça relève de la responsabilité clairement des autorités françaises. On pourrait un petit peu regretter quand même que depuis 2012, où la fin de ces tarifs a été actée par une décision de la Commission, il semble que les autorités françaises aient mis un peu de temps à organiser effectivement la sortie dans de bonnes conditions de ces tarifs. Jusqu'à arriver à la situation actuelle où je comprends qu'il y a maintenant un sentiment d'urgence lié un petit peu à l'impréparation de la sortie. C'est exact, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé. On a aussi parlé de l'Arenh. Et je voulais avoir votre vision sur comment envisager la phase post-Arenh. Est-ce que c'est quelque chose qui peut justement s'envisager tel quel ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Alors l'Arenh, c'est un dispositif transitoire qui était prévu pour 15 ans à l'origine, il reste 10 ans. Donc il devrait se terminer en 2025. C'était un dispositif qui était censé permettre aux fournisseurs alternatifs de se mettre le pied à l'étrier en quelque sorte, d'accéder à une fourniture d'électricité compétitive vis-à-vis d'EDF, avec l'idée qu'ils développent leur base de clients et qu'ensuite ils investissent dans leurs propres moyens de production. On a à peu près donc 5 ans plus tard, donc à peu près un tiers de cette durée de 15 ans est passée. Indéniablement, il y a eu quelques succès. Il y a un peu plus de concurrence sur les différents segments du marché de la fourniture. Mais malheureusement, on ne voit pas beaucoup d'investissements dans de nouvelles capacités de production. Je sais qu'on discute d'une éventuelle prolongation de l'Arenh. Personnellement, vraiment personnel, je n'y suis pas vraiment favorable. Je pense que l'Arenh, c'est un mécanisme lourd, complexe, un mécanisme régulé. Qui soulève toujours des questions d'égalité entre le fournisseur historique et les fournisseurs alternatifs qui bénéficient de ce système. Donc je pense qu'il faudrait s'orienter vers des solutions plus durables, plus basées vraiment sur les marchés. Et de ce point de vue-là, ce qui me paraît, je vois deux solutions possibles, d'ailleurs de manière cumulative: développer des interconnexions avec les autres États membres, notamment l'Allemagne, où il y a de l'électricité compétitive, et donner accès aux concurrents aux concessions hydroélectriques. Justement, on a aussi parlé de concessions hydrauliques et on s'interroge avec la loi de transition énergétique sur l'ouverture réelle de ces concessions hydrauliques. Qu'en pensez-vous? Alors, effectivement, la mise en concurrence, j'allais dire la remise, mais en fait il n'y en a jamais eu, donc la mise en concurrence des concessions hydroélectriques pose un problème technique qui est lié au fait que effectivement, les concessions le long d'une même rivière peuvent être liées entre elles hydrologiquement et néanmoins avoir des dates d'expiration différentes. Donc là, il y a un problème effectivement de mise en cohérence de la fin de ces différentes concessions pour qu'elles puissent être remises en concurrence, mises en concurrence pour la première fois de manière coordonnée. Alors c'est un des points qu'adresse la loi sur la transition énergétique, avec la fameuse méthode des barycentres, qui m'a l'air d'être une méthode, pourquoi pas, valable dans son principe. Bien sûr, il faudra avoir des modalités. La loi sur la transition énergétique, en ce qui concerne les concessions hydroélectriques, a d'autres dispositions, notamment une qui me paraît beaucoup plus préoccupante et qui concerne la possibilité d'étendre la durée des prolongations pour rémunérer en quelque sorte le concessionnaire qui aura consenti ces investissements. C'est, comme je le disais tout à l'heure, la méthode qui a été retenue pour les concessions autoroutières. Et compte tenu du fait que nous avons un opérateur dominant qui concentre l'essentiel de ces concessions, la mise en œuvre de cette disposition en fait, reviendrait à perpétuer cette position très forte détenue par EDF en matière hydroélectrique.
Et donc de ce point de vue-là, ce sont des dispositions qui me paraissent, je dirais même contestables. J'imagine bien. Et pour terminer, je voulais qu'on aborde le sujet du marché de capacité. Donc il y a eu des nouvelles réglementations françaises. Comment voyez-vous de l'Europe cette nouvelle réglementation sur le marché de capacité? Alors la France n'est pas le seul pays, loin de là, à avoir mis en œuvre ces dernières années, ces derniers mois, un mécanisme de capacité. Malheureusement, il n'y a pas de réglementation unique au niveau européen pour chapeauter, encadrer ces différents dispositifs nationaux. Donc ce qu'on observe de Bruxelles, c'est que ça part un peu dans tous les sens et que du coup se posent des problèmes de coordination entre les différents États membres. Donc il y a une enquête sectorielle qui est en cours sur les mécanismes de capacité au titre des aides d'État. Et on examine donc à ce titre-là notamment la situation en France. Alors, quand on parle de mécanisme de capacité, je pense qu'il y a deux questions fondamentales qui se posent. C'est d'abord, est-ce qu'il y a bien une nécessité pour un mécanisme de capacité? Et d'autre part, est-ce que les modalités mises en œuvre sont adaptées aux problèmes tels qu'ils se posent? Alors, concernant la France, ce sont des choses que l'on examine. À titre tout à fait personnel, j'observe qu'apparemment ce mécanisme, sa raison d'être, c'est de pouvoir passer le fameux pic ou la fameuse pointe de consommation qui est essentiellement liée au chauffage électrique chez les clients résidentiels, plus qu'à un véritable problème de manque de capacité anticipée du fait d'une sortie massive de capacités existantes. Et donc je me demande si un mécanisme aussi lourd et bien adapté que le mécanisme de capacité, qui est quand même complexe, coûteux, est le plus adapté pour résoudre spécifiquement ce problème de la pointe de consommation. Mais je laisse la question ouverte à ce stade. Oui, surtout qu'il y a des échanges entre vous et la DGEC sur ces sujets actuellement. Absolument, il y a des échanges entre les autorités françaises et la Commission qui sont en cours, précisément sur le mécanisme de capacité. Merci à vous, en tout cas on suivra justement les résultats de ces échanges. Merci à vous d'être venu témoigner. Merci. Merci.